Afternoon, because it's late. I'm the chairman of Transparency International in France and also the chairman of French Institute of Directors. I will speak French, for your convenience. Je ne vais pas résumer les débats de la matinée. Malheureusement, je ne vous ai rejoint que tardivement. Mais je voudrais d'abord féliciter le secrétariat de l'OCDE d'avoir cette année donné une place importante à cette question du lobbying dans l'Integrity Week. La manière dont s'établissent les relations entre groupes d'intérêt et décideurs publics, mais aussi la manière dont on en rend compte aux citoyens, c'est en effet une question essentielle pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Notre association Transparency en France, et on l'a vu au niveau européen et international, nous en avons fait une des priorités de notre plan d'action transparence et éthique de la vie publique. C'est un sujet qui a été ignoré en France jusqu'à une date très récente. Ignoré par le législateur, les pouvoirs publics, mais ignoré aussi, il faut le dire, en grande partie par le monde de l'entreprise et par les professionnels. Nous nous félicitons donc, pour ce qui est de la France, qu'en 2013, dans le cadre d'un projet de loi important sur la transparence de la vie publique en France, des avancées très significatives ont pu être enregistrées, avancées qui vont tout à fait dans le sens des recommandations de l'OCDE. Je voudrais vous faire part de 4 réflexions qui rejoignent des points qui ont déjà été évoqués dans le débat ce matin. Premièrement, le lobbying. Le lobbying est une activité normale et respectable dans une société démocratique et dans une économie de marché. Il faut rappeler un instant ce que disaient les pères, quelques-uns des pères fondateurs de la démocratie, Montesquieu, Jefferson. La participation des citoyens à la vie publique, à la décision publique, ne peut pas se limiter au suffrage universel, au fait d'élire des représentants tous les 300, tous les 5 ans. Non. Dès le départ, les pères de la démocratie ont dit qu'il faut encourager la participation directe des citoyens à la vie publique, à la décision publique, notamment par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, syndicales, associatives.
Donc, le lobbying est d'une certaine manière indispensable à la démocratie. Encore faut-il qu'il soit exercé dans des conditions irréprochables, ou en tout cas d'une manière qui lui donne sa légitimité. Ça veut dire, de mon point de vue, trois choses. Un, on ne doit jamais pouvoir assimiler le lobbying, l'action d'influence, à la corruption ou au trafic d'influence. Là, on franchit une ligne rouge. Deuxièmement, l'exercice du lobbying doit être aussi transparent que possible vis-à-vis des citoyens. Troisièmement, les citoyens, leurs organisations doivent bénéficier d'une certaine égalité d'accès aux décideurs publics. Comment peut-on atteindre ces objectifs? On l'a dit de deux manières, complémentaires ou alternatives. D'une part, on peut légiférer, réglementer la pratique du lobbying. Certains pays le font avec beaucoup de succès. J'ai eu l'occasion d'étudier l'expérience du Canada avec son commissaire au lobbyisme, autorité administrative indépendante, créée par la loi, dotée de pouvoirs et de moyens d'action par la loi. C'est à l'évidence une très bonne pratique. Mais d'autres pays ont fait un choix différent, passer par la soft law, les codes de conduite, les règles de bonne conduite. Et je crois que ce choix a aussi peut-être tout à fait justifié, tout à fait légitime. La soft law, pour répondre à ce que vous disiez, elle a beaucoup de vertus. Elle a beaucoup de vertus. Elle est plus responsabilisante pour les acteurs. Elle est plus souple. Et on peut tout à fait imaginer d'avoir une soft law qui soit contrôlée dans son application, évaluée régulièrement. L'an dernier, la France, le Parlement en France, a retenu une voie moyenne entre la loi et la soft law. La loi demande aux deux assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale, le Sénat, d'élaborer des lignes directrices en matière de lobbying, lignes guidelines en matière de lobbying. Et la loi dit même, le Parlement devra le faire en liaison avec la haute autorité de transparence de la vie publique, qui va intervenir pour donner des avis, donner des conseils. Ce qui est important dans ce nouveau texte français, pour la première fois, le législateur a reconnu que les règles de bonne conduite, la bonne déontologie, doit exister à la fois du côté des parlementaires, des décideurs publics, et du côté des professionnels du lobbyisme. Et un député français, Christophe Sirugue, a
présenté il y a quelques mois un ensemble de propositions qui doivent être intégrées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces règles sont publiques, connues de tous, et leur application sera surveillée, contrôlée, notamment par la Haute Autorité de transparence de la vie publique. Donc c'est une sorte de combinaison de hard law et soft law qui conduit en particulier le Parlement, mais il faudra faire le même travail au niveau du gouvernement, des collectivités locales, qui les conduit à édicter des règles, les expliquer publiquement aux électeurs, aux citoyens, et rendre compte de leur application. Ma troisième remarque porte sur ce que l'on appelle la traçabilité des décisions publiques. La question du registre des lobbyistes est une question intéressante, importante, dès lors que le registre est tenu, j'allais dire de manière sérieuse. C'est-à-dire que le registre doit être rendu obligatoire pour toutes les personnes, toutes les organisations qui sont amenées à parler à des parlementaires ou à des décideurs publics. Mais ça ne suffit pas pour assurer la traçabilité des décisions publiques. Il faut aussi assurer une certaine transparence, une publicité au contact entre des organisations professionnelles et des décideurs publics au niveau du gouvernement, du cabinet ministériel, de l'administration, du Parlement. Donc connaître les contacts, les réunions, les rendez-vous, le contenu des positions qui sont proposées aux décideurs publics par les lobbyistes ou les organisations professionnelles. Et nous encourageons même les parlementaires à rendre public leur agenda professionnel. Qui avons-nous rencontré? De quels sujets avons-nous débattu? Quelles sont les positions qu'ont exprimées mes interlocuteurs? Bref, ce qu'on appelle, Karl l'a redit tout à l'heure, l'empreinte législative. Permettre aux citoyens, s'ils le souhaitent, de savoir, de suivre à la trace la manière dont une loi, un décret est élaboré, rédigé, puis mis en œuvre. Ma dernière remarque sur le lobbying, et c'est une bonne nouvelle, des entreprises commencent à s'engager sur ce que on peut appeler un lobbying responsable. Et évidemment, nous nous réjouissons beaucoup que de grands groupes, de grandes entreprises, dont plusieurs sont ici, Pernod Ricard, Crédit Agricole, pour n'en citer que deux, AXA, BNP Paribas, et rendu public une déclaration commune sur leur pratique de lobbying. Une charte, des formations. Certaines entreprises vont très loin en donnant
de manière détaillée le budget qu'elle consacre dans le monde à des actions de lobbying, à des actions d'influence. Et évidemment, nous les encourageons. Je voudrais conclure par un propos un peu plus général sur l'Integrity Week et le travail remarquable que fait l'OCDE sur un ensemble de sujets très liés les uns aux autres. La bonne gouvernance d'entreprise, la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, l'éthique, la responsabilité sociale des entreprises et de manière plus générale des organisations. L'OCDE, qui on le sait, ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les États. L'OCDE est devenue, me semble-t-il, le principal laboratoire mondial des bonnes pratiques de gouvernance, d'éthique, d'intégrité, de responsabilité sociétale. Et l'OCDE a su faire cela en utilisant les recommandations, le benchmarking, le comply or explain, mais aussi en favorisant le dialogue de toutes les parties prenantes et évidemment la coopération internationale. C'est une performance absolument remarquable. Je le dis, j'ai participé à mes premières réunions dans cette salle, j'ose à peine l'avouer, il y a 40 ans. Working Party No. 3 de l'OCDE. Et quand je vois le chemin qui a été parcouru sous l'impulsion, à l'initiative, avec l'appui des équipes de l'OCDE dans ces dernières années et décennies, il est vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Cette année, par exemple, dans l'Integrity Week, on a parlé, on a échangé de manière très riche, très professionnelle sur le whistleblowing, l'alerte éthique, sur la transparence fiscale, aujourd'hui sur le lobbying. Voilà, je voulais terminer par cet hommage à l'OCDE et à ses équipes. L'OCDE nous indique, je le crois, quelle est la voie du retour pour le monde entier à une croissance saine, durable et plus équitable aussi. Et au cœur de cette dynamique, il y a un mot qui figure sur tous les murs de l'OCDE maintenant, la confiance. Trust. Confiance des citoyens dans leurs institutions et dans ceux qui ont la responsabilité de conduire l'action publique. Il faut reconstruire la confiance. Elle est très affaiblie dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, terriblement affaiblie. Mais aussi confiance de tous les partenaires, de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, dans son projet de développement, mais aussi dans l'éthique, dans les qualités morales de ceux qui dirigent l'entreprise. Voilà les deux messages que je vous propose
de partager et de retenir de cette semaine de l'intégrité, nous devons vivifier la pratique de notre démocratie qui en a besoin. Et nous devons en permanence chercher à mieux associer la performance économique et le progrès social. Merci à tous et merci en particulier aux équipes de l'OCDE de nous montrer la voie. Merci. Thank you so much. And at the end of this, this is actually the last